Avez-vous déjà rêvé que vous vous réveillez dans un endroit mystérieux? Que, poussé par une force inconnue, vous vous mettez à avancer, à explorer? Avez-vous déjà rêvé d'être un jour un héros? Un grand guerrier avec une quête à accomplir? Aller affronter des dragons? Ou les fuir? Et enfin, de trouver un jour un but à votre existence. De trouver enfin votre Graal. Arthur et la matière de Bretagne font partie de ces légendes qui nous accompagnent depuis l'enfance, dans nos dessins animés, nos BD, nos livres et séries télé. Mais qui a inspiré toutes ces histoires? Est-ce une pure invention ou y a-t-il un fond de vérité? Posons-nous ensemble la question. Et si Arthur avait réellement existé? Si ces légendes s'appuyaient sur un fond de vérité? Comment faire pour retrouver sa trace 1500 ans après les faits? Je ne vous cache pas que c'est compliqué, tout simplement car il aurait vécu entre le 5e et le 6e siècle sur l'île de Bretagne, période très mal connue ou pas du tout documentée. Les sources écrites sont proches de zéro. Alors comment faire? Eh bien étudier les rares traces écrites de l'époque, puis se tourner vers les sources plus tardives et essayer de recouper les informations concordantes. Se tourner ensuite vers l'archéologie pour voir si on a la confirmation de ce que l'on a trouvé. Vous êtes prêts à mener l'enquête avec moi? C'est parti! Avant de commencer, un petit rappel sur la légende arthurienne. Arthur est le fils d'Igerne et du roi Uther Pendragon. Celui-ci réussit à la séduire en prenant l'apparence de son mari, le duc de Cornouailles, grâce au magicien Merlin. À la naissance du petit, Merlin confie Arthur à une famille adoptive. À la mort d'Uther, Arthur retire une épée d'un rocher ou d'une enclume et devient roi. Il chasse alors les Anglo-Saxons de Bretagne après de nombreuses batailles, dont la dernière sur le mont Badon. Il se marie ensuite avec la belle Guenièvre, s'installe à Camelot, y fait construire une table ronde et s'entoure des meilleurs chevaliers, Lancelot, Gauvin, Perceval, etc. Vient alors le temps de la paix, de la quête du Graal et des grandes épopées. Puis ensuite, celui des trahisons, avec Lancelot, le meilleur des chevaliers qui séduit Guenièvre. Et enfin, vient le temps de la guerre. Encore. Arthur part combattre en Gaule l'empereur des Romains. Pendant ce temps, Mordred, fils incestueux conçu avec sa demi-sœur Morgause ou Morgane, le fait passer pour mort, s'empare du pouvoir et épouse la reine. Arthur rentre en Bretagne, affronte Mordred lors de la terrible bataille de Camlann et le tue. Seulement, celui-ci parvient à blesser mortellement son père. Arthur est alors transporté sur l'île d'Avalon pour y être soigné. Les Bretons attendent toujours son retour. Voilà, c'est ultra résumé, il existe une quantité de versions différentes, mais je développerai beaucoup plus les légendes arthuriennes dans une prochaine vidéo. Petite précision, dans l'Antiquité, parler de Bretagne, Britannia, ou de Breton, c'était pour désigner la Grande-Bretagne actuelle et ses habitants. Mais ces termes sont depuis le VIe siècle aussi utilisés pour désigner la Bretagne française ou armoricaine et ses habitants. Pour bien commencer cette enquête, il faut d'abord nous replacer dans le contexte historique. Arthur aurait vécu entre le 5e et le 6e siècle en Bretagne? Eh bien, penchons-nous sur cette période. Sauf que les historiens l'appellent les âges obscurs. Je sens qu'on est mal parti. Donc, que s'est-il passé sur l'île de Bretagne avant l'arrivée d'Arthur?
La Bretagne a commencé à être conquise par les troupes de l'empereur Claude entre 41 et 54 de notre ère. Ils ne parviendront jamais à conquérir le nord de l'île et construisirent un mur sous Adrien entre 117 et 138. Cette limite correspond plus ou moins à l'Écosse actuelle. Ensuite, la Bretagne sera divisée en 4 ou 5 provinces selon les époques et sa capitale installée à Londinium. L'île sera peu à peu romanisée et au 5e siècle, le christianisme y est fortement développé. Bien que pacifié, le territoire est souvent menacé. Au nord par les Pictes, sur la côte ouest par les pirates scots venant d'Irlande, et à l'est, la menace vient des Saxons, Angles et Jutes venant du nord de la Germanie. En 383, suite à l'affaiblissement du pouvoir romain après les premières invasions barbares, le général Magnus Maximus s'empare du pouvoir sur l'île de Bretagne, puis s'empare de la Gaule, de l'Espagne et de l'Italie. L'empereur d'Orient Théodose réagit et écrase l'usurpateur en 388, réunifiant ainsi l'Empire. Car à cette époque, il y avait un empereur d'Orient et un d'Occident. À sa mort, l'Empire sera divisé entre ses fils Honorius à l'ouest et Arcadius à l'est. Et c'est sous le règne de l'empereur Honorius que l'Empire d'Occident va traverser de nombreuses crises. Fuyant les Huns, les Ostrogoths envahirent le nord de l'Italie en 405 et pillent Ravenne. En 406, les Vandales, Alains et Suèves pillent tout sur leur passage. Sur l'île de Bretagne, l'armée décide de nommer son propre empereur, Constantin III, qui règne entre 407 et 411 et qui succède donc aux deux précédents, assassinés entre 406 et 407. Constantin débarque en Gaule en 408 dans l'espoir d'y rétablir l'ordre, délaissant alors la Bretagne. De ce fait, les Bretons restent seuls face à de potentiels envahisseurs. Officiellement, il règne sur la Gaule et l'Espagne, mais ne parvient pas à contrôler le territoire. Les Vandales, les Alains, ouais bon ça va, et les Suèves envahissent en 409 l'Espagne et y nomment leur propre empereur, Maxime. En 410, le Wisigoth Alaric pille Rome, puis va s'installer en Espagne et en Aquitaine en 412. L'empereur Honorius parvient à se débarrasser des deux usurpateurs, mais la Bretagne ne réintégrera plus l'Empire et va devoir faire face à de nombreuses invasions. À l'est, les Angles et les Saxons en profitent pour faire des raids et commencent à s'installer. Ils sont de langue germanique, polythéistes. Ils se convertiront à la fin du VIe siècle au christianisme. À l'ouest, les Bretons ont constitué de nombreux royaumes indépendants qui tentent de résister. Certains fuient l'instabilité de l'île pour se réfugier en Armorique. Ils sont de culture brito-latine et chrétienne. On entre alors dans une période de 200 ans que les historiens appellent les âges obscurs, car la connaissance est très limitée en l'absence de sources écrites. L'archéologie nous apporte plus de réponses sur l'évolution du christianisme, l'arrivée de nouvelles cultures, la diminution des aires urbaines et la disparition de certaines techniques apportées par les Romains. Mais ce qui nous intéresse, c'est le moment où cette invasion va être stoppée par les Bretons, ou plutôt ralentie, pour une période de 30 ou 50 ans à la fin du 5e siècle. Pile au moment où Arthur est censé avoir existé. Qui a affronté les Anglo-Saxons? Est-ce une coalition de plusieurs chefs bretons ou un seul qui les a unifiés? Penchons-nous maintenant sur les sources. Nous commençons cette enquête sur Arthur par un texte incontournable et qui se veut historique, écrit par l'anglo-normand Geoffroy de Monmouth, intitulé « Histoire des rois de Bretagne », qu'il publie entre 1135 et 1136. Je commence par lui car ce livre servira de référence à tout ce qui sera écrit par la suite sur Arthur. Il y met en avant les Bretons, car lui-même a des origines galloises. Il reprend à son compte des textes antérieurs que nous allons voir et fait débuter la lignée des rois bretons aux Troyens Brutus et Énée. Donc les Bretons n'ont rien à envier aux Romains et aux Francs. L'origine légendaire de Rome nous vient de Virgile, qui écrivit l'Énéide entre -29 et -19 pour le compte d'Auguste. Basé sur une ancienne légende, Virgile retravailla cette dernière pour correspondre un tant soit peu à la vision politique de son mécène, Auguste, premier citoyen ou princeps de l'Empire romain. Et donc le chef de l'Empire en fait si vous voulez. Pour vous résumer ça très vite, après la guerre de Troie qui voit la prise de la ville de Troie par les Grecs, un Troyen, Énée,
fils d'Aphrodite et du mortel Anchise, membre de la famille du roi de Troie, Priam, fuit justement la cité. Après bien des pérégrinations, Énée parvient dans le Latium, la région de Rome si vous préférez, et fonde la ville d'Albe la Longue. Des siècles plus tard, un de ses descendants, Romulus, fondera à son tour une nouvelle ville, Rome. Bon, là je vous résume tout ça très vite, mais c'est évidemment bien plus compliqué. Si ça vous intéresse, je parle de la fondation de Rome dans 2 vidéos. Je n'ai pas la qualité non plus, c'est une des premières vidéos que j'ai faites, donc forcément c'est un peu moins bien que ce que je fais maintenant. Et je parle également de la guerre de Troie avec 2 autres vidéastes dans une trilogie. Vous comprenez donc que les Romains se considèrent comme les descendants des Troyens, et en tirent même une énorme fierté. Et l'histoire de la guerre de Troie, ainsi que l'Énéide, vont rester des mythes éminemment importants pour l'Antiquité, évidemment, mais aussi pour le Moyen-Âge naissant. Et les royaumes germaniques, qui se créeront après la chute de l'Empire romain d'Occident au 5e siècle, s'en souviendront à leur tour. Ainsi, au 6e siècle, Jordanès, auteur de l'histoire des Goths, affirme qu'un certain Télèphe, fils d'Hercule, se battait comme allié des Troyens et serait un ancêtre des Goths. Et aussi que les Amazones, alors alliés également aux Troyens, seraient en fait les ancêtres des femmes des Goths. Puis au 7e et 8e siècle, selon la chronique de Frédéguer et le Liber Historiae Francorum, les Francs seraient les descendants d'un certain Francion, petit-fils lui de Priam, qui quitta Troie lui aussi avec des compagnons. Leurs descendants migreront toujours plus vers le nord pour aller jusqu'en Germanie, où ils s'y nommeront les Francs. Et vers 1200, un certain Rigord expliqua que les Gaulois, en fait, étaient eux aussi des descendants des Troyens, menés, eux, par un certain Ibor, mais arrivés en Gaule bien avant que les Francs n'arrivent en Germanie. Et ainsi, par la magie des légendes, Rigord parvient à expliquer qu'il était donc naturel que les Francs s'installent eux aussi en Gaule, puisque de toute façon, les Gaulois sont de la même famille que les Francs, et donc autant que tout le monde se réunisse, voilà. On est d'accord que tout ça c'est de la légende, d'un point de vue historique, c'est complètement à côté de la plaque. Et au XIe siècle, on a un certain Dudon de Saint-Quentin, qui va décider de mettre des origines troyennes aux Danois, qu'on appelle alors aussi Normands. Et oui, les Normands qui sont en Normandie. Et d'après donc Dudon, ces descendants des Troyens étaient menés par Anténor, qui lui était le beau-frère de Priam. Enfin, un des beaux-frères. Bref, que ce soit les Goths, les Francs, les Normands, les Bretons, se créer ainsi une origine troyenne prouvait à la fois qu'ils étaient les continuateurs de l'Empire romain, mais aussi et surtout les égaux des Romains. Et ça, c'est assez classe. Geoffroy de Monmouth s'inscrit donc dans cette tradition. Mais pour avoir une mythologie encore meilleure que celle des Francs ou des Normands, il va mettre en avant une figure qu'il va rendre majeure, Arthur. 43 chapitres sur les 208 lui sont consacrés. On peut donc dire que Geoffroy de Monmouth fait entrer Arthur dans l'histoire. Il raconte la conception d'Arthur, sa lutte contre les Saxons, en décrivant bien sûr toutes les batailles, etc. Jusqu'au départ d'Arthur en Gaule pour combattre le procurateur romain Lucius Tiberius, qui lui demandait de prêter allégeance à Rome. Ah, intéressant. Qui était Lucius? À quel moment il vécut? Eh bien, on n'en sait pas plus vu que c'est un personnage inventé par Monmouth. Notre recherche commence bien. Il parle ensuite de la trahison de Mordred, du retour d'Arthur en Bretagne et de leur affrontement à Camlann. Monmouth, en fait, n'est pas historien et mélange les genres. Car s'il parle d'Arthur comme d'un personnage historique, il va fournir les bases de l'Arthur mythologique pour les siècles à venir. Il nous parle aussi de géants, du magicien Merlin, etc. Dès sa publication, le livre va connaître un énorme succès, puisqu'il complète un vide que les historiens cherchaient à remplir depuis de nombreuses années. Mais aussi, il apportait un héros chevaleresque, avec une histoire pleine de rebondissements, avec de belles batailles, des trahisons, etc. En fait, il s'inspire du roman d'Alexandre, qui se diffuse depuis le IVe siècle en Orient, il en existe d'ailleurs 5 ou 6 versions, puis qui pénètre en Europe au XIe siècle.
Il raconte la vie du Macédonien en mélangeant histoire et légende. Donc, peut-on faire confiance à Monmouth pour trouver l'Arthur historique? No! God, please, no! Certainement pas. Il s'appuie ou tente de s'appuyer sur des faits rapportés par des auteurs antérieurs, mais dès qu'il a un vide, dès qu'il ne trouve pas l'information dans un livre historique, il s'empresse de les boucher par des contes ou des légendes qu'il a probablement entendues quand il était petit. Et si ça ne suffit pas, il invente tout simplement. Si l'on veut un récit un peu plus sobre et plus historique, tournons-nous maintenant vers un ouvrage quasi contemporain de Monmouth. Nous sommes en Angleterre, juste après la conquête du pays par Guillaume le Conquérant, et un moine anglo-normand, Guillaume de Malmesbury, écrit en 1125 une histoire des rois anglais. Dans son ouvrage, il n'est pas très sympa avec les Bretons, mais on retrouve quand même un passage sur Arthur. Il le présente comme un personnage ayant réellement existé, et il trouve ridicule les légendes que racontent les Bretons à son sujet. Il dit d'ailleurs que l'on ne sait pas où est sa tombe, et dit aussi que d'anciennes chansons imaginent qu'il reviendra. Malmesbury est quand même plus fiable que Monmouth. Nous avons donc un véritable historien, cette fois, qui n'est pas gallois, donc censé être plus objectif, et qui remet en doute les légendes que l'on raconte sur Arthur. Il y a donc du mieux, mais quelle source Guillaume a-t-il utilisée? Au Xe siècle, dans Annales de Galles ou Annales de Cambrie, Arthur est présenté comme un personnage historique s'insérant dans une chronologie précise. Elle retrace l'histoire de 455 à 954. On y retrouve Arthur à la date de 518. Bataille de Badon, où Arthur porta la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 3 jours et 3 nuits, et les Bretons furent vainqueurs. Et à la date de 539, combat de Camlan, dans lequel tombèrent Arthur et Merdrod. Arthur est donc présenté comme un grand chef de guerre chrétien, comme on l'a vu précédemment. A noter que c'est le premier texte qui parle de Camlan avec la mort d'Arthur et de son fils Merdrod, ou Merdraut, et qui deviendra plus tard Mordred, le traître, fils ou neveu d'Arthur selon les histoires. Ces annales sont bien sûr intéressantes car la plupart des autres personnes citées à l'intérieur ont existé. Mais le plus gros souci, c'est qu'elles ne nous sont parvenues que par des copies tardives datant du XIIe siècle. Arthur a pu y être ajouté qu'à ce moment-là, où les légendes arthuriennes étaient très présentes. Peut-on remonter plus loin ? Eh bien oui, 100 ans avant, on retrouve le premier texte qui parle d'Arthur, l'histoire des Bretons, écrite au IXe siècle, par probablement un certain Nennius. Ce manuscrit a sans doute été rédigé vers 830 dans le royaume de Gwynedd, au pays de Galles. Le plus vieux manuscrit retrouvé date d'environ 1100. Ce qui est important de faire quand on étudie un vieux texte, c'est de le replacer dans son contexte historique. Alors que s'est-il passé dans ce royaume à cette époque ? À qui pouvait servir cette histoire des Bretons? Pourquoi Arthur? Alban Gauthier nous précise qu'à cette époque, la grande majorité de l'île est occupée par les royaumes anglo-saxons qui essayent de s'agrandir sur ce qui reste des royaumes britons du pays de Galles. Le royaume de Gwynedd a à sa tête le roi Merfinfrich qui vient de prendre le pouvoir et qui a besoin d'être reconnu comme le chef de file de la lutte contre les Saxons. Dans l'histoire des Bretons, Nennius nous dit que pour vaincre les Saxons, il faut être un bon chrétien et s'unir derrière un chef valeureux comme Merfinfrich, roi de Gwynedd. Comme de par hasard. Il met donc en avant le courage des Bretons et reprend de nombreux personnages historiques. Mais ça manque fortement de héros locaux. Nennius commence l'histoire des Bretons avec l'arrivée de Brutus sur l'île qui portera son nom plus tard, Britannia. Oui, vous avez remarqué que souvent dans ce genre de légende, on a un personnage qui arrive et qui va donner son nom soit à un peuple, soit à un pays. Brutus est le descendant du Troyen aîné, comme Romulus en fait, dont j'ai parlé un peu plus tôt. Quand il arrive sur l'île d'Albion, celle-ci est peuplée de géants. Brutus les chasse et fonde alors la future Londres, appelée ici Trinowantum. Bon, historiquement c'est Londinium, mais ici ça s'appelle Trinowantum. Pour ce qui est d'Arthur,
il faut attendre le chapitre 56 pour qu'il fasse enfin son apparition. Il est présenté comme chef de guerre, Dux Bellorum, un chef de guerre qui conduit les rois bretons à la victoire. Nennius énumère 12 batailles. La dernière est la fameuse bataille de Badon, où Arthur aurait abattu à lui seul environ 960 ennemis. Ça fait beaucoup, hein, on va pas se cacher. L'auteur montre bien que si les Bretons se battent côte à côte, ils peuvent l'emporter. Et ça, c'est tout bénef pour Merlin Frigg, le roi de Gwynedd. Il n'y a pas de date, mais l'auteur nous place ces événements après la mort de Hengest, premier envahisseur anglo-saxon, et le roi Ida de Bernicie, soit entre 449 et 546, d'après les auteurs de l'époque. Il est à noter que ce texte, écrit près de 400 ans après les invasions anglo-saxonnes, les considère toujours comme l'ennemi à chasser. Dans les chapitres qui suivent, l'auteur ne fait que décrire les merveilles que l'on trouve sur l'île de Bretagne, la présentant comme un petit paradis. Au chapitre 70, il décrit un endroit où le chien d'Arthur, Cabal, a laissé son empreinte dans un rocher en chassant un sanglier. Non loin de là se trouve la tombe du fils d'Arthur, Amr, qui fut tué par son père. Alors, cela nous apprend donc que dès le 9e siècle circulaient déjà de nombreuses histoires autour de la figure d'Arthur. D'ailleurs, les lieux indiqués dans ce chapitre se trouvent à la frontière entre l'Angleterre et le pays de Galles. Peut-on en déduire que la légende d'Arthur est partie de cette région ? Probablement. Donc, dans l'histoire des Bretons, Arthur nous est parfois présenté comme un personnage historique qui prend part à des batailles, mais aussi comme un personnage folklorique qui a donné naissance à de nombreuses légendes. D'ailleurs, Alban Gauthier pose l'hypothèse qu'Arthur pourrait être une ancienne divinité celtique. En gallois, Arthur peut se traduire homme-ours. Art pour ours et gur pour homme. Puis petit à petit, sa légende a évolué pour devenir un personnage mythologique important, tel les héros grecs. Ou au contraire, Arthur était un chef de guerre tellement important que de nombreuses légendes ont fleuri à son sujet. C'est probablement de ce côté qu'il va falloir creuser. Le nom Arthur apparaît aussi dans le Canu Énérin ou Chant d'Énérin que l'on retrouve aussi sous le nom de I Gododin, nom d'un royaume breton situé au nord de l'île. Mais il est difficile de le rattacher à notre Arthur. C'est un poème de 1200 vers attribué au barde gallois Énérin. Il aurait été écrit à la fin du VIe siècle, soit à peine 100 ans après l'existence supposée d'Arthur. Le barde raconte l'épopée des Gododins, guerriers venus du nord, vers la région d'Édimbourg, pour combattre contre les Angles. Il y raconte le sacrifice de ces nombreux guerriers, et au détour d'une strophe, on découvre le nom d'Arthur, mais de façon très surprenante. Il y est question d'un guerrier valeureux du nom de Guarutur qui, je cite, « repaissait les noirs corbeaux près du mur de la forteresse, bien qu'il ne fût pas Arthur. » Voilà, on n'est pas plus avancé. Sauf que ce grand guerrier nourrissait les corbeaux des cadavres qu'il laissait au pied des remparts. Mais ce n'était pas Arthur. Est-ce que l'auteur fait réellement allusion à un autre guerrier du nom d'Arthur, ou se contente-t-il de l'utiliser juste pour le faire rimer avec Garutur? Mais comme il ne nous reste qu'un manuscrit datant du XIIIe siècle, il est aussi possible que de copie en copie, le nom d'Arthur ait été rajouté. Nous arrivons donc dans une impasse. Il n'y a plus d'écrits antérieurs citant Arthur. Est-ce que les textes déjà vus nous confirment son existence? En toute objectivité, non. On l'a vu, la plupart sont trop éloignés des événements et ont été écrits par des auteurs qui avaient la légende d'Arthur en tête. Soit les manuscrits retrouvés sont anciens, mais il ne nous reste que des copies probablement remaniées de siècle en siècle. Mais ma quête d'Arthur ne peut s'arrêter là. Il y a certes peu de sources datant des âges obscurs, mais il y en a. Allons voir ce qu'elles nous racontent. La seule source écrite de l'époque nous vient du moine Gildas sur la chute de la Bretagne, datant probablement de 530-545. Ce n'est pas un livre historique, mais plutôt un sermon qui met en garde les Bretons et les pousse à bien se comporter. Pour cela, il utilise des exemples de défaites ou de victoires pour appuyer ses propos. Au début, il fait cependant un bref rappel historique, mais sans jamais citer de date.
Il rappelle la conquête de l'île par Rome, l'arrivée du christianisme, puis le départ des troupes laissant l'île sans protection face aux Scots et aux Pictes. Gildas dit que s'est alors dressé contre eux un orgueilleux tyran, qui a engagé des mercenaires saxons pour l'aider à les combattre. Seulement, les Saxons vont faire venir leur famille et s'installent en Bretagne et se multiplient en s'accaparant la partie est de l'île. S'en suivra alors une guerre entre Saxons et Bretons, une guerre très meurtrière. Gildas en profite aussi dans son texte pour critiquer les rois de l'époque, disant que c'était de mauvais chrétiens qui nourrissaient leurs guerriers et pas leur peuple. L'apogée du récit se déroule lors de la victoire des Bretons sur le mont Badon, victoire que l'on doit ici au chef Ambrosius Aurelianus. Gildas explique alors avoir écrit ce sermon 44 ans après la bataille. Il faudra attendre le 8e siècle et le moine anglo-saxon Bède le Vénérable pour avoir un premier vrai travail d'historien avec Histoire ecclésiastique du peuple des Angles. Bien qu'il utilise le sermon de Gildas, il apporte des précisions supplémentaires. L'orgueilleux tyran devient Vortigern et il nomme le premier chef saxon à venir sur l'île, Hengest. Pour lui, les Romains quittent l'île en 410. En 449, les Angles et les Saxons débarquent en Bretagne. 597, des missionnaires viennent les convertir. Donc, pour Gildas, contemporain des faits, au lieu de citer Arthur, il nous parle d'un certain Ambrosius Aurelianus, vainqueur sur le mont Badon. Se pourrait-il qu'Aurelianus soit Arthur ou ait inspiré la légende d'Arthur? Mais qui est-il? Nous n'avons que peu d'éléments sur Ambroise. Chef breton d'origine romaine, il aurait organisé la défense de l'île face aux Saxons et aurait tout fait pour éviter l'éclatement de la Bretagne. Il aurait aussi pris part à la construction de la Wansdyke, ligne de défense de 60 km constituée de fossés et de levées de terre, ayant pour but de contenir l'envahisseur. Plutôt intéressant, non? Et si l'on s'éloigne des sources bretonnes, existe-t-il des textes qui nous parlent de chefs bretons de cette époque? Eh bien oui, l'historien byzantin Jordanès nous parle dans son Histoire des Goths, datant de 551, d'un chef de guerre breton, Riotamus, appelé par l'empereur Anthemius en 468-469 à rejoindre une coalition contre les Visigoths d'Euric. Il traverse donc la Manche avec 12 000 hommes, mais est vaincu ainsi que les troupes romaines dans le Berry. Le reste de ses troupes trouvèrent refuge chez les Burgondes. D'après Jordanès, les Bretons ont été trahis par Arvindus, lieutenant de Riotamus, qui aurait donné la position des troupes aux Visigoths. Intéressant. Nous avons donc un historien qui ne vient pas de Bretagne, presque contemporain des événements qu'il nous raconte, et qui met en avant un grand chef de guerre breton, capable de traverser la Manche avec ses hommes pour venir se battre en Gaule. Et ce n'est pas la seule source. On a retrouvé une lettre pleine de respect de Sidoine Apollinaire, évêque de Clermont à partir de 470, qui lui est adressée. En gros, il se plaint de l'indiscipline des soldats bretons. On a donc la confirmation que d'importantes troupes bretonnes sont venues aider le très fragile Empire romain. Mais comment se fait-il qu'une armée bretonne aussi importante soit en Gaule ? N'avait-il pas de quoi s'occuper en Bretagne? À moins que les problèmes d'invasion angles et saxonnes soient provisoirement réglés. Nous avons donc un deuxième prétendant inspirateur d'Arthur. À moins que Riotamus et Ambrosius Aurelianus, qui sont censés être contemporains, ne soient la même personne. Le linguiste Léon Fleuriot pensait que Riotamus n'était pas un nom mais signifiait « grand roi », déformation latine de Rigo et de Tamus. Donc, qui se cacherait derrière ce qualificatif? Pourquoi pas Ambrosius Aurelianus, grand chef de guerre breton ayant résisté aux anglo-saxons? Rappelez-vous, Arthur intervient en Gaule, puis est contraint de retourner en Bretagne suite à la trahison de son neveu. Il y a donc une correspondance entre la légende et l'histoire. Riotamus, Ambrosius, intervient à l'étranger et sont trahis comme Arthur. Mais ce n'est pas terminé avec les similitudes, car après sa défaite, Riotamus est contraint de fuir en direction de la Bourgogne. Est-il blessé? Meurt-il à ce moment-là?
En tout cas, nous perdons sa trace. Et qu'y a-t-il en Bourgogne? Je vous le donne dans le mille. Avalon. Oui, oui, Avalon. Donc, est-ce que Riotamus et Ambrosius ont inspiré le mythe? C'est possible. On a avec ces deux personnages les prémices de la légende arthurienne. Du coup, toutes ces représentations que l'on a d'Arthur et qui nous viennent du Moyen-Âge, le présentant comme un chevalier en armure, sont fausses. Il était chevalier, certes, mais romain, et devait donc ressembler à ça. Oui, ça change, mais attention, on est dans de la spéculation et non dans de l'histoire. Face au manque de sources écrites, est-ce que l'archéologie peut nous apporter des preuves de l'existence d'Arthur? C'est ce que nous allons voir. Commençons par la découverte de la tombe du roi Arthur au XIIe siècle. Des moines de l'abbaye de Glastonbury auraient découvert en 1191 la tombe du roi et de sa femme. Les deux corps reposaient dans un cercueil taillé dans un tronc d'arbre. Avec eux, il y avait une croix en plomb portant l'inscription « Ici gît l'illustre roi Arthur, enseveli avec Gueneveria, sa seconde femme, dans l'île d'Avallon. » C'est au bord de la mer, Glastonbury? Pas vraiment, non. Mais l'auteur Giraud du Barry, engagé par l'abbaye à l'époque, va associer la colline voisine Thor à Avallon. Il faut préciser qu'il y avait encore, au début du Moyen-Âge, des marécages tout autour lui donnant l'aspect d'une île. Alors ça serait une découverte capitale pour notre enquête. Seulement l'abbaye a été détruite au XVIe siècle, sous Henri VIII et la tombe d'Arthur avec. Pour essayer de la retrouver, l'archéologue Arthur Raleigh Radford fouilla les ruines de l'abbaye dans les années 40. Il découvrit le cimetière anglo-saxon ainsi que les restes de la chapelle où les moines auraient fait leur découverte. Il y trouva effectivement les traces d'une ancienne tombe retournée. Donc pour lui, les moines de l'époque disaient la vérité. Il va même plus loin. L'écriture de la croix retrouvée ne datant pas du 5e siècle, il avance la théorie suivante. Le sol de l'abbaye a été surélevé au Xe siècle, les moines de l'époque ont donc déplacé les corps et en ont profité pour laisser cette croix. The monks said that they found in the coffin a leaden cross with a Latin inscription which says, "Here lies Arthur, the famous king in the island of Avalon." That has been dismissed as a forgery. In my view, on the basis of the lettering and the form of the cross, it dates not from the late 12th century but from the 10th century. Mais le doute est très grand. Pourquoi les moines du Xe siècle n'ont pas signalé leur découverte comme les moines du XIIe? Cette théorie n'est pas très crédible puisqu'en 1125, l'abbé de l'époque, Henri de Blois, commande une histoire de l'abbaye à Guillaume de Malmesbury. Oui, toujours lui. Et dans son ouvrage même, s'il attribue tout un tas de saintes reliques à l'abbaye, comme Saint-Dunstan ou Saint-Patrick, il ne parle jamais du roi Arthur. Cette découverte est d'autant plus importante quand on sait que l'abbaye a été ravagée par les flammes quelques années plus tôt, en 1184. On peut imaginer le nombre de pèlerins que cette découverte fortuite a pu attirer et combien de dons ont dû être récoltés. Le commerce des reliques est très prospère au Moyen-Âge. Et puis avoir la dépouille d'Arthur est tout de même plus classe que Saint-Bidule, non? Donc, contrairement à ce que certains historiens anglais veulent encore croire, la tombe d'Arthur est une belle invention qui a rapporté beaucoup d'argent à l'abbaye de Glastonbury. Avant de fouiller l'abbaye, Arthur Raleigh avait fouillé sur l'île de Tintagel dans les années 30. Il le situait face à une forteresse du XIIIe siècle et que l'on pensait inhabitée. D'ailleurs, pour la petite histoire, le château a été édifié par Richard de Cornouailles, fils de Jean Santerre, façon très claire d'ancrer un peu plus la légende d'Arthur dans la réalité. L'archéologue trouvera donc sur l'île des ruines d'édifices du début du Moyen-Âge, ainsi qu'une grande quantité de poteries du 5e, 6e siècle venant de la Méditerranée et notamment d'Afrique du Nord et contenant des produits de luxe. Donc Tintagel était un haut lieu d'échange abritant une communauté certainement aisée. Est-ce qu'il y avait un roi ou un grand seigneur qui faisait venir toutes ces marchandises pour approvisionner son royaume?
Arthur aurait-il pu naître ici? Nous n'en savons rien. Par contre, les auteurs du XIIe siècle savaient que Tintagel était un lieu important pour l'époque. En 1998, on y a aussi découvert une pierre écrite avec des caractères latins et grecs et datant du 7e siècle. Ce qui est extrêmement rare pour la période où l'écrit fait considérablement défaut. Ce court texte cite plusieurs personnes: Vater, Colli et surtout Artunio. Il n'en fallait pas plus pour voir la presse s'emparer de la découverte. Bon, outre le fait que le nom n'est pas le même, c'est tout simplement les restes d'un monument pour honorer des ancêtres s'appelant Paternus, Collus et Artonius. Donc, flop à nouveau. Mais qu'en est-il de la légende de l'épée? Notamment celle qu'Arthur retire d'un bloc de pierre. Elle pourrait venir du mode de fabrication des épées de l'âge de bronze. L'archéologue Francis Prior nous dit que les épées de bronze étaient coulées dans des moules en pierre en 2 parties et pourraient être à l'origine du mythe arthurien. Intéressant mais complètement anachronique, car cette technique s'est arrêtée vers -600. Et le texte qui nous parle d'une épée dans la pierre, le poème de Merlin de Robert de Boron, date de 1190-1210. Du coup, il y a peu de chances que l'auteur soit au courant des techniques de forge de l'âge de bronze. Chose plus vraisemblable, notre petit Robert aurait pu s'inspirer d'une épée réellement dans un rocher, comme celle de Saint Galgano. Galgano Guidotti est un ancien chevalier qui, suite à l'apparition de Saint Michel, renonça à la violence. Et en voulant casser son épée contre un rocher, celle-ci s'enfonça jusqu'à la garde. Il fut d'ailleurs canonisé en 1205. Il a certainement entendu ou lu la chanson de Roland, où le neveu de Charlemagne, avant de succomber sous les coups des Sarrasins à Roncevaux, essaya de casser son épée Durandal sur les rochers. Mais à la place, il ouvrit une brèche dans la montagne. Une légende raconte qu'il aurait alors lancé son épée et que celle-ci se planta à Rocamadour, soit à plusieurs centaines de kilomètres. Il est balèze. On peut aussi parler de Naegling, l'épée de Beowulf, héros de la littérature anglo-saxonne datant probablement du 8e siècle. Cette épée rendait son porteur presque invincible. Il y a aussi l'épée Graham, tirée d'une saga nordique qui est presque contemporaine au Conte du Graal. Le héros, Sigmund, doit l'arracher d'Yggdrasil, l'arbre-monde, qui a été planté là par Odin. Du coup, bon, il ne manquait pas d'épées magiques dans la littérature et la culture orale du Moyen-Âge. Et il y a tout de même plus de chances que Robert de Boron ait entendu parler de ces histoires, plutôt que de la manière de forger une épée 1500 ans avant. Et en ce qui concerne le mythe d'Excalibur, donné à Arthur par la Dame du Lac, vient-il d'un éventuel rituel lié à l'eau? Rien n'est moins sûr. En tout cas, il a été retrouvé par les archéologues de nombreuses épées au fond des lacs ou de cours d'eau. On a parlé de la tombe d'Arthur, de Tintagel, d'Excalibur. Qu'en est-il de l'existence possible de Camelot? Bon, déjà, on ne cherche pas un château en pierre médiéval qui n'apparaîtra que 600 ans plus tard. Ce n'était certainement qu'un camp retranché placé en hauteur. À 20 km de l'abbaye de Glastonbury se trouve la colline de Cadbury, dans le Somerset, identifiée par les habitants dès le XVIe siècle comme Camelot. D'ailleurs, une ancienne rivière portait le nom de la Cam et un village s'appelait Camel. Des fouilles sont entreprises en 1966. On découvre une porte fortifiée et un mur d'enceinte de 4 mètres d'épaisseur et long de 1200 mètres, ainsi que de nombreux fossés. C'était bien une place forte. La datation est rendue possible grâce à des fragments de poterie du 5e siècle, les mêmes découverts à Tintagel. Ça en fait donc la plus grande forteresse d'Angleterre découverte pour cette période. Les archéologues ont aussi découvert un vaste bâtiment en bois de 20 mètres sur 10 avec de nombreux fragments de pichets de vin à l'intérieur. De là à dire que c'était là que se tenaient les assemblées de la table ronde, en tout cas, comme Christopher Snyder de l'université de Mississippi l'affirme, cette place forte était certainement tenue par un puissant seigneur car il fallait au minimum 800 hommes pour tenir les remparts de Cadbury. Alors qu'avons-nous? De nombreux textes légendaires et historiques s'inspirant les uns les autres et puisant leurs sources dans la tradition orale. Plus on remonte dans le temps et plus Arthur disparaît de ses sources. Par contre, nous pouvons avoir des personnages historiques pouvant avoir inspiré ces légendes.
Ambrosius Aurelianus n'a-t-il pas combattu les Saxons au Mont Badon? Riotamus n'a-t-il pas traversé la Manche avec son armée pour combattre avec les Romains? Si l'on doit chercher Arthur, il faudrait peut-être se tourner vers ces figures de Romains ou de Brito-Romains essayant de combattre l'envahisseur. Leurs exploits, avec le temps, se sont amplifiés, déformés pour progressivement se mêler aux légendes. Sans oublier les usurpateurs Magnus Maximus et Constantin III, qui s'emparent du pouvoir en Bretagne avant de débarquer en Gaule pour la conquérir. Eux aussi ont certainement joué un rôle dans la fondation du mythe arthurien, tout comme ils ont donné naissance à d'autres mythes. La légende veut par exemple que Maximus soit à l'origine de nombreuses dynasties bretonnes. Vortigern, qui fait venir les anglo-saxons sur l'île pour lutter contre les Pictes, serait son fils. L'archéologie ne nous apporte pas plus de réponses sur Arthur. Cependant, elle nous aide à mieux comprendre la vie au 5e et 6e siècle. Le commerce, comme on le voit à Tintagel, ne s'est pas effondré avec le départ des Romains et les Bretons ont résisté à l'invasion anglo-saxonne en construisant d'importantes forteresses ou des lignes défensives comme la Wansdyke qui leur ont permis de stopper l'envahisseur plusieurs dizaines d'années. Bref, il est à l'heure actuelle, compte tenu des textes et de l'archéologie, impossible de prouver l'existence d'Arthur. On ne peut que faire des suppositions et se consoler en se disant qu'à l'inverse, on ne peut pas prouver qu'il n'a pas existé. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci aussi aux copains du label Hérodote pour leur participation et leur relecture. Alain de Médiéval 1, Rob de l'Histoire avec une grande H et Benji d'Entrée en lice. Je vous encourage fortement à aller voir ce qu'ils font. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. À très bientôt et surtout n'oubliez pas de rester curieux, restez curieux, restez curieux.